Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le verdict du procès de Gamache Mahamadou et Bana Ibrahim est tombé ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Gamache est relaxé pour des faits non constitués et Bana est condamné à 3 mois de prison, dont 1 mois ferme et 2 avec sursis. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Liberté pour l'acteur de la société civile Gamache Mahamadou et 3 mois d'emprisonnement, dont 1 mois ferme et 2 avec sursis, contre Ibrahim Bana, militant farouche du Modern Lumana, tous accusés de jeu de discrédit. C'est la sentence du verdict de leur jugement prononcé par le président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Pour le sieur Gamache, le juge a estimé qu'il n'y a pas d'infraction à retenir contre le sieur Gamache, c'est-à-dire relativement aux commentaires tendant à influencer une décision de justice. Par contre, pour le sieur Bana, relativement au jeu de discrédit, la juridiction a estimé qu'il n'avait pas eu les faits allégués n'étaient pas constitutifs de jeu de discrédit, c'est une décision de justice. Bien entendu, parce qu'il n'y avait pas de décision de justice. Pour critiquer, pour qu'il y ait jeu de discrédit, il faut qu'il y ait une décision de justice. Mais il est poursuivi, lui, et il a été condamné pour le commentaire tendant à influencer une décision d'instruction ou de jugement. Donc voilà ce qui a été retenu contre le sieur Bana, et c'est pour cela que la juridiction l'a condamné à 3 mois bondé à sortir de ceci. C'est la veut dire qu'il fera 1 mois ferme. Pour leurs avocats, l'accusation contre leurs clients ne tient pas la route. Si aujourd'hui on pense que Bana est un juriste de formation, un simple acteur de la société civile ou citoyen tout court, ces commentaires peuvent influencer la décision de juridiction. Je ne sais pas à qui on ne croit pas. Parce que normalement, on doit croire à la justice. On doit croire au juge. Le juge, ce n'est pas quelqu'un que l'opinion va influencer. Normalement, il dit le droit. Si on dit que le commentaire d'un acteur de la société civile peut influencer un magistrat assermenté, je ne suis pas sûr que cela satisfait tout le magistrat, parce que je suis convaincu que le sieur Bana ne peut pas influencer une décision de justice. Ceux qui peuvent influencer une décision de justice, on sait où est-ce qu'ils se trouvent et je laisse l'opinion juger. Je me réjouis simplement du fait que nous avons y peur à un moment donné, parce que cette question, on voulait l'exploiter comme étant celle qui oppose les magistrats à certains acteurs de la société civile. Mais heureusement, les magistrats ont pris le dessus, parce qu'avec ces délibérés, nous constatons qu'il n'y a pas forcément un acharnement, en tout cas pas des magistrats. Mais on constate qu'il y a une intention peut-être de faire passer un procès préventif. À travers ce verdict, Mahamadou Gamache devient ainsi libre et Ibrahim Bana va continuer son séjour en prison pour 1 semaine avant de bénéficier du sursis. Ce dernier peut toutefois faire appel. Le procès sur l'illégalité de l'évaluation des enseignants contractuels créé en main opposant le ministère de l'enseignement primaire et la synergie d'action Cause Niger SINASEB s'est tenu ce matin au Conseil d'État. Après audition des 2 parties, le juge les a renvoyés au vendredi prochain pour le délibérer. Le point avec Adam Ousmana et Halidou Bourema. Les militantes et militants de la synergie Cause Niger SINASEB ont très tôt envahi les locaux et devantures du Conseil d'État pour assister au procès les opposants au ministre de l'enseignement primaire. Un procès portant sur l'illégalité de l'évaluation des enseignants créés en main qui n'est pas du goût de la synergie. D'où cette situation. Ce matin, nous sommes là au Conseil d'État par rapport à la requête que nous avions introduite sur l'illégalité de l'évaluation que le ministre de l'enseignement primaire, Dr Marté, voudrait coûte que coûte organiser ce week-end-là pour les enseignants contractuels. Et nous venons là en train de faire le procès. Le délibéré est prévu pour demain, vendredi, Inch'Allah, à partir de 9h. Et nous fondons espoir, parce que pour nous, aujourd'hui, il est clair que les avocats qui ont plaidé notre cause ont relevé, en tout cas, les contradictions par rapport au respect des dispositions du statut de la fonction publique, et nous estimons quand même que le Conseil d'État va lire le droit, le Conseil d'État va effectivement s'en tenir aux dispositions contenues dans le statut de la fonction publique, et nous estimons quand même que demain, Inch'Allah, la victoire sera de notre côté. Rendez-vous donc pour le délibéré prévu le vendredi 14 juillet, un jour saint de l'islam qui restera sans nul doute gravé dans la mémoire collective des Nigériens en général et des enseignants contractuels en particulier, quelle qu'en soit l'issue de ce procès.
Le coordonnateur du Rotab, Ali Idrissa, est désormais le représentant de la coalition Publiez ce que vous payez de l'Afrique de l'Ouest au groupe de travail de la CEDEAO pour le code minier. Il a été désigné par les membres de la coalition Publiez ce que vous payez de l'Afrique de l'Ouest. Un choix qui vient ainsi réconforter la société civile nigérienne. N'est-ce pas, Hassan Saleh Mustafa? Le Niger, honoré à travers le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAP, notamment par son coordonnateur exécutif national, également directeur général du groupe de presse Labari. Ali Idrissa a été élu à l'unanimité en Zambie, représentant de la coalition Publiez ce que vous payez de l'Afrique de l'Ouest au groupe de travail de la CEDEAO pour le code minier. C'est une lourde tâche que va désormais assumer le coordonnateur du Rotab Niger, une mission difficile mais pas impossible pour cet acteur de la société civile très engagé et déterminé dans le combat pour la transparence dans les industries extractives, particulièrement la gestion des ressources minières et la défense des acquis démocratiques. S'agissant du premier point, en fin 2012, début 2013, Ali Idrissa et le Rotab étaient au devant des manifestations pour amener le géant nucléaire français Areva et l'État du Niger à respecter les lois minières en vigueur et pour dire non au pillage des ressources naturelles du Niger. Et depuis ce temps, Ali Idrissa a poursuivi le même combat pour que les Nigériens puissent bénéficier véritablement de leurs ressources minières. Sur le plan sociopolitique, le fervent défenseur des droits de l'homme et de la démocratie, Ali Idrissa et les autres acteurs de la société civile réunis au sein d'un collectif se battent pour amener les autorités de la 7e République à changer leur façon de gestion. Ainsi, en fin 2016 et début 2017, le collectif des organisations de la société civile nigérienne a organisé des marches pacifiques citoyennes pour dénoncer certaines pratiques comme la corruption, l'impunité, la cherté de la vie, l'abandon de l'école publique. La combativité de l'activiste Ali Idrissa lui a valu des interpellations à la police judiciaire. La dernière date du 22 mai 2017 pour incitation à la révolte. À ce lot d'actes contre l'acteur de la société civile Ali Idrissa, il faut ajouter les agressions verbales, tout cela pour ses critiques contre les autorités actuelles. Coordinateur national du Rotab, membre du conseil d'administration du comité international de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITUE jusqu'en fin 2016 et membre du comité d'Afrique de Publiez ce que vous payez, Ali Idrissa, au-delà de son combat au Niger, se bat en faveur aussi de la transparence dans les industries extractives sur le continent noir et dans les autres pays du monde entier. Ainsi, en portant leur choix sur l'acteur de la société civile nigérienne Ali Idrissa, les membres de la coalition Publiez ce que vous payez de l'Afrique de l'Ouest ne font que rendre à César ce qui lui appartient. La grève de 48 heures qu'observe depuis hier le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSA, sa section de la maternité Isaka Gazoubi, a suscité la réaction de l'acteur de la société civile Lawali Adamou dans ce reportage de Ismaël Moumouni et Abdel Nasser Seydou. Environnement complètement insalubre en témoignent ces ordures un peu partout qui dégagent des odeurs nauséabondes. À cela vient s'ajouter un nombre pléthorique de patientes qui attendent la césarienne, mais en vain. Cette situation est due à la grève des agents suite à l'insouciance du premier responsable de la maternité Isaka Gazoubi de vouloir mettre ses collaborateurs dans leurs droits. Une situation que fustige la société civile. C'est une maternité qui engendre le plus grand nombre de malades, femmes et enfants au niveau de la ville de Niamey et même de l'extérieur qui viennent siéger la maternité Gazoubi. Hier, ce que nous avons vu, c'est désolant parce qu'on ne peut pas comprendre des êtres humains pour une raison qu'on peut arranger entre la direction générale et puis l'État du Niger et même les syndicats, faire arrêter un travail, faire arrêter surtout les soins, surtout les manger. Vous voyez hier, c'est bizarre, la cuisine, il n'y a personne, il n'y a même pas à manger. Les linges étaient là entachés. Donc aujourd'hui, si on amène un nouveau malade, avec quel drap on va lui placer sur le lit? Vraiment tout ça là, nous pensons qu'il y a eu des dérapés quelque part et nous pensons que les deux parties doivent se revoir, doivent s'asseoir pour parler le langage franc. Lawali Adamou invite les agents et le directeur de la maternité à trouver un terrain d'entente à cette situation
qui ternit l'image de ce service. Donc vraiment, nous pensons que les uns et les autres doivent s'asseoir, doivent réfléchir et doivent sauver la vie de nos populations. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui meurt, une femme qui meurt à la suite d'un accouchement par rapport à ces 48 heures de grève, c'est trop grave et nous ne le souhaitons pas. Pour cela, nous appelons aux gens au bon sens. Tout le monde n'a qu'à revenir s'asseoir. On doit reprendre le travail et on doit négocier. S'ils voient que les négociations entre les directions générales ne peuvent pas les satisfaire, ils peuvent demander une médiation. Du moment où il y a une médiation, je pense qu'il y a des témoins et les choses vont aller dans le bon sens. Il n'est jamais tard pour bien faire. Agents et responsables de la maternité Gazobi doivent discuter afin de mettre fin à ce problème aux multiples conséquences aux usagers de la maternité Isaka Gazobi. Le responsable national des infrastructures du PGRC-DU était hier matin sur le périmètre irrigué de Ndunga. Objectif à constater les dégâts provoqués par les fortes précipitations enregistrées et apporter des solutions urgentes avant de trouver avant les travaux de réhabilitation définitifs qui seront financés par le PGRC-DU. Le compte rendu avec nos confrères de la télévision Dunia. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. C'est justement ce que veut faire le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRC-DU à travers cette visite terrain du responsable national des infrastructures du dit projet, accompagné par le directeur des infrastructures du matériel et de l'atelier de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA sur le périmètre irrigué de Ndunga 2, dont la majeure partie a été endommagée par les fortes précipitations. Pour rappel, ce périmètre irrigué est en cours de réhabilitation par le PGRC-DU. Les solutions proposées jusqu'ici ne sont que provisoires et entrent dans le cadre de l'appui d'urgence du dit projet. Le périmètre hydro-agricole de Ndunga fait partie des sites ciblés d'intervention du PGRC au niveau de la région de Tillabéri. Donc cette année, le PGRC a prévu la réhabilitation complète du périmètre de Ndunga 2 pour une enveloppe d'environ 3 milliards. Donc, c'est en prélude à ces travaux définitifs que nous voulons parer au plus pressé. Parce que les petits dégâts engendrent les grandes réparations. Comme vous l'avez vu, pratiquement la digue est effondrée sur environ 1,5 km. Donc il faut nécessairement reprendre la digue, il faut colmater les brèches, et il faut sécuriser les infrastructures hydro-agricoles qui sont sur le site. Et également, il faut préserver la campagne agricole. Les travaux de colmatage avancent normalement, précise le directeur des infrastructures du matériel de l'atelier de l'UNAHA, et cela grâce à l'appui constant du PGRC-DU. Le périmètre hydro-agricole de Ndunga 2 a été réalisé en 1977. Il couvre une superficie de 270 hectares et a été cette année menacé par les inondations que vous voyez ici. Comme vous le voyez, nous sommes présentement sur les travaux, au niveau des travaux, n'est-ce pas, de sécurisation qui consiste à colmater l'ensemble des brèches qui portent sur à peu près 200 à 300 mètres, à rehausser un peu le niveau de la digue, n'est-ce pas, à renforcer les parties les plus faibles et puis à assurer le couronnement de la digue par la latérite. Le président des coopératives de ces périmètres irrigués salue la prompte réaction du PGRC-DU et de l'UNAHA. Donc a gagné ka lokaci kulman tika da harkar ne yo ndi premier pluie ngono ka kan isige wodi yang mai isi bai lokaci no kan dai ko ta haroka andi go bagu kinora kan bagu borai population otunu amma ni bai goro man tan ki gin ga hayuno hal mo gabo ko to on ha borai de PGRC borai bumbo dingai boyan in kenno labari bora kulka ne yo
ine dirko ba rugo ne o debal ko ngi tenga ga faba lalle mo ni di faba ni rani go hunkuna goyo ki go gitewo ayegi illa bo dir alfaray no nane teji rugabu mboga parce que digizene no kanyangay. À noter que les travaux définitifs de réhabilitation de ce périmètre irrigué de Ndungade débuteront à la fin de cette saison risicole et seront financés à hauteur de 3 milliards de nos francs par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDU. Conférence débat hier au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch sur le thème la trahison de la politique. Un thème motivé par la recherche du bien commun. Le résumé de cette conférence de presse. Nous constatons que l'accession au pouvoir en lui-même est celui à La trahison de la politique au centre d'une conférence débat animée mercredi dans la soirée au CCFN Jean Rouch. Animée par Moussa Tchangari, secrétaire général de Alternative Espace Citoyen, et Mouro Armanino, responsable du centre de formation chrétienne, cette conférence débat vise à faire une analyse sans complaisance de cette politique qui ne répond pas aux aspirations des citoyens. Aujourd'hui, que ce soit dans nos pays ici ou même en Afrique ou en Europe, on voit qu'il y a une certaine désaffection des citoyens vis-à-vis de la politique. Parce que en fait, les politiques n'arrivent pas à répondre parfois aux aspirations des gens. Et cela se pose surtout pour les gens au bas de l'échelle, les citoyens les plus pauvres, etc. Et les groupes les plus marginalisés, les plus vulnérables. En fait, ils n'arrivent pas à trouver leur compte, les politiques n'arrivent pas à répondre à ça. Quand bien même, bien sûr, il y a quelques acteurs politiques qui essayent de porter ça, mais les gens sont déçus, découragés. Et l'idée ici de la conférence, c'est de voir en fait qu'est-ce qui explique tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ont le sentiment qu'il y a une trahison de la politique et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça. C'est poser même la question de savoir est-ce que les gens n'ont pas peut-être à tort beaucoup d'attentes vis-à-vis des politiciens professionnels. Est-ce qu'il ne faut pas s'orienter vers une autre approche de la politique qui ne va plus être l'affaire des professionnels mais qui va être l'affaire des citoyens, etc. La recherche du bien commun est la finalité de cette conférence débat. Selon les conférenciers, ce but sera atteint en redonnant à la politique le statut qui lui est propre. Clôture ce matin à la salle Margou de l'hôtel Gawé de Niamey du séminaire sur la stratégie de financement du sport au Niger. Les problèmes que rencontre le sport nigérien étaient au centre des assises. Le compte rendu de Nafissa Yahya et Halidou Bouraima. Au terme de 2 jours de réflexion, les participants au séminaire sur le financement des sports au Niger ont identifié toutes les contraintes qui constituent des obstacles pour financer le sport. D'où ces recommandations. Recommandations relatives au financement du sport. Le séminaire sur la stratégie de financement du sport au Niger recommande 1. À l'endroit de l'État, la création d'une agence nationale pour le financement du sport, le rehaussement conséquent des allocations budgétaires au ministère de la Jeunesse et des Sports et l'institutionnalisation de prélèvements sur certains produits et services pour financer le sport dans notre pays. L'octroi de facilités fiscales aux sociétés et entreprises qui financent le sport. 2. À l'endroit du ministère de la Jeunesse et des Sports, l'exploration de nouvelles sources de financement du sport. La formalisation d'un cadre de concertation permanent avec le comité des entreprises pour le sport, pour le soutien au sport. Le financement du sport, une des préoccupations des autorités nigériennes, dira le ministre de la Jeunesse et des Sports, très réconforté de ces assises. Le mérite de ce séminaire
aura sans doute été de dégager un consensus très large de tous les acteurs sur la nécessité d'explorer toutes les pistes possibles pour trouver des financements conséquents, surtout des financements additionnels conséquents au projet au profit du sport nigérien. C'est pourquoi les plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête son Excellence M. Issou Mahamadou, président de la République, ont inscrit la question du financement et du développement du sport au centre de leurs priorités. Il importe donc de les accompagner dans un esprit républicain dans cette noble mission. Mesdames et messieurs, en attendant l'avènement d'une véritable industrie sportive dans notre pays, plusieurs pistes peuvent être explorées pour engranger des ressources en faveur du sport. Ainsi, il est possible d'ores et déjà de procéder à la création au sein de toutes les institutions d'une cellule sport destinée à mobiliser les ressources. C'est une mission accomplie pour ces responsables des fédérations sportives qui ont diagnostiqué le problème de financement du sport avant de proposer des pistes de solutions pour permettre au sport nigérien de repartir sur de nouvelles bases. Le président sortant de la FENIFOOT, candidat à sa propre succession, est en campagne à l'intérieur du pays depuis quelques jours. Il était à Zender où il a rencontré les responsables des clubs de Difa et Zender. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Abdul Razak Hamidou Léo et Cheibou Guissou. Arrivé aux environs de 11h le dimanche dernier à Dosso et le même soir aux alentours de 20h à Tawa, sous la pluie, dans ce qui constitue une tournée nationale avant Maradi pour l'Assemblée générale élective de la FENIFOOT, le colonel-major Djibril Lehima Dipele, candidat à sa propre succession, et toute sa délégation ont reçu un accueil chaleureux, très chaleureux. Je suis en train de briguer un troisième mandat. D'aucuns disent que j'ai fait 2 mandats, pourquoi un troisième? Je l'ai déjà dit. Déjà, les statuts de la FIFA qui ont été modifiés aujourd'hui, qui limite les mandats à 3 mandats. Donc ça veut dire que je peux concourir, même si c'était ça qu'on prenait, je veux dire, comme base, puisque la loi est non rétroactive comme on dit. Ça veut dire que je peux encore faire 3 mandats, mais je préfère me limiter à ça. Le troisième mandat, comme je l'ai dit, je l'axe sur 2 points principaux, c'est-à-dire sur la consolidation des acquis qu'on a déjà. Le niveau où on est arrivé, il faut pouvoir le consolider et se maintenir. Parce que comme vous le savez, ce n'est pas arriver dans la cour des grands qui est difficile, mais c'est pouvoir s'y maintenir. On est arrivé à un stade où il ne faut pas descendre. Se maintenir dans la cour des grands, c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui commence. Donc, c'est pour ça que nous partons dans la consolidation des acquis déjà. Et cela passe par déjà préserver tout ce qu'on a comme investissement et infrastructures qu'on a mis, notamment les stades régionaux avec les pelouses synthétiques, mais surtout préserver aussi nos acquis sportifs, notre niveau. Préserver notre niveau, c'est se remettre encore pour préparer notre équipe A pour pouvoir repartir dans les qualifications de Coupe du Monde. Pour faire ça, il nous faut créer les conditions, comme on a dit, de préparation sur tous les matchs amicaux internationaux. Vous savez que depuis 2013, on ne joue plus de matchs amicaux internationaux, plus de journées FIFA. C'est ça qui explique un peu notre descente, la baisse de niveau de notre équipe nationale A. L'excellence dans la continuité comme slogan officiel, et de toute évidence, tout le monde adhère. Nous savons qui est Pelé. On sait que Pelé, depuis son enfance, c'est quelqu'un qui a aimé le football. Aujourd'hui, il est en train de prouver cet amour au football à travers les différentes réalisations qu'il a eu à faire dans le cadre, en tout cas, de l'émergence du football au Niger. Les résultats sont là, le bilan est là, tout est là. On sait que Belé, pendant ces 8 ans de gestion de la FENIFOOT au Niger, il a présenté un bilan fortement positif. Je crois qu'aujourd'hui, le programme de Pelé ne souffre d'aucune ambiguïté, il n'a même pas besoin de l'expliquer, sans son nom.
Oui, on appuie bien, on les soutient à 100%. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Il a amené les gens à beaucoup aimer le football, à bien vouloir toujours être présent au terrain. Et nous aussi, en tant qu'entraîneurs des jeunes, on a eu des diplômes, des attestations pour bien mener les travaux. La candidature de Colonel Pelé, c'est une candidature universelle. C'est pas sa candidature à lui seul. C'est la candidature des autres, de tous les acteurs du football. Ceux qui aiment le football, c'est leur candidat, c'est notre candidature de tous. Et nous sommes avec lui. Et je pense qu'ici, au niveau de Tawa, nous, on ne connaît aucune candidature qui est la candidature de colonel-major Pelé pour des réalisations qu'il a eu à nous faire. Aujourd'hui, notre pelouse au niveau du stade de Tawa, c'est une pelouse synthétique. C'est grâce à Pelé qu'on a pu avoir donc la pelouse. Et quand tu prends même pas au-delà de Tawa. La Fédération nigérienne de cyclisme se prépare pour les 8e Jeux de la francophonie prévus à Abidjan la semaine prochaine. Malgré l'absence de la tutelle pour la préparation, les cyclistes ont bénéficié de l'appui de la société Nigerlais SA pour la mise au vert. Le reportage est de Ibrahim Tikire. C'est désormais une tradition pour les responsables de la Fédération nigérienne de cyclisme de présenter à l'opinion nationale l'équipe nationale à la veille d'une échéance internationale. Pour les 8e Jeux de la francophonie qui vont démarrer la semaine prochaine en Côte d'Ivoire, le Niger sera présent sur plusieurs disciplines, dont le cyclisme. Il y a Nigerlais qui est aujourd'hui avec nous pour nous aider à mettre ses enfants au vert. Comme vous savez que la francophonie, l'ouverture est le 21, on fait partie des seules fédérations qui ont pu mettre leurs enfants au vert parce que par faute de moyens, et c'est grâce à elles que nous avons pu réaliser cela. Il faut aussi souligner que notre ministère de tutelle, je pense qu'à 10 jours de la compétition, on ne nous a pas appelés, on ne nous a pas même réunis pour nous dire c'est quand le départ de la compétition, à plus forte raison de nous donner les moyens de préparer nos athlètes dans les meilleures conditions. Encore une fois, merci à la présidente directrice générale de Nigerlais. Ayant assuré la mise au vert totale des cyclistes nigériens, la PDG de Nigerlais SA s'est réjouie de la renaissance du cyclisme nigérien sous l'ère du président Amadou Saleh Hamidou Dikano. Répondant à une question des journalistes sportifs sur l'appui de Nigerlais à certaines fédérations et mal vu par le ministre Kassoum Mokhtar, Madame Meda Zenabou a lâché ces mots. Je voudrais rappeler à l'ensemble des Nigériens que je suis une fille du terroir du Niger. Et de surcroît, mon père a été un fervent défenseur des lois de la République. J'ai été interdit de prendre la parole au nom du sport par le ministre en charge des sports. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que je garde mon rôle de fille de la République du Niger, empreint d'un patriotisme sans faille, et que je reste aux côtés, en tant que chef d'entreprise, aux côtés du sport nigérien, parce que pour moi, c'est un acte fondamental qui se retrouve dans le programme du président de la République. Je voudrais tout simplement demander encore une fois de plus au Premier ministre, chef du gouvernement, de regarder de très près ce ministère qui est en déliquescence. En plus du cyclisme, le Niger sera en lice sur plusieurs disciplines sportives et culturelles à l'occasion des 8e Jeux de la francophonie qui débutent la semaine prochaine en Côte d'Ivoire.
Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.